Alors bonjour Benoît, bonjour les confrères pour cette 28e édition donc, de nos directs sur la confrérie du Rhum. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Hubert Corman ou Corman, je ne sais plus comment on prononce. Hubert nous le dira lui-même quand il va se présenter. Bonjour Hubert. Bonjour Benoît, bonjour Géry. Bonsoir. Voilà, alors pour ceux qui ne connaissent pas trop en France, donc Hubert a une des plus belles caves de spiritueux en Belgique. Et bon, il fait partie des grands collectionneurs mondiaux et l'un des grands connaisseurs en matière de rhum. Donc, vous allez pouvoir lui poser plein de questions. Et puis, donc, Hubert, ben, tu feras comme tout le monde, tu vas te présenter, hein, dire comment tu es arrivé dans les spiritueux et comment tu as fait pour te spécialiser, devenir collectionneur de rhum. D'accord. Bah écoutez, je commence là directement. Ouais, vas-y, on t'écoute. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord commencer pour rendre hommage à un camarade qui nous a quittés il y a quelques jours, c'est Hugues Labrador. Et je voudrais voilà que cette émission lui soit dédicacée parce que Hugues était vraiment un gars vraiment charmant qui est une culture incroyable sur le Rhum et la Guadeloupe. Et je voudrais lui dédicacer cette soirée pour lui et lui rendre hommage. Très bien. Donc voilà, je me présente, je suis Hubert Corman, je suis né en 1969 et d'une famille de négociants. Mes parents avaient et ont eu et créé un commerce au départ de produits alimentaires et au fil des années et du temps, il s'est décliné avec des bières spéciales, des produits fins, vins, spiritueux. Et au début, dans les années 80, a commencé à apparaître sur les étalages de notre première boutique des whisky, les rhums que l'on trouvait à l'époque sur les réseaux de distribution en Belgique. Et l'amour des spiritueux est né là-bas, à cette période où voilà, on a pu prendre plaisir à découvrir quelques super breuvages de cette époque et qui avaient voilà des caractères, des typicités, des styles que aujourd'hui ont un petit peu disparu. Et c'est ce qui m'a fait vraiment débuter dans cet univers. Alors bien sûr, ça ne s'est pas fait tout seul et tout n'est pas arrivé du jour au lendemain comme cela. On a bien sûr beaucoup travaillé, on a tissé un réseau et depuis de très nombreuses années avec beaucoup de maisons, avec beaucoup de distributeurs, même dans d'autres pays, qui sont pour la plupart devenus des camarades, des copains, des amis, et avec lesquels on partage nos expériences, nos partenaires et nos embouteillages aujourd'hui et cela depuis oui maintenant depuis 1965 et pour les spiritueux depuis une petite trentaine d'années, ouais. Donc la collection et les bouteilles de collection sont arrivées un petit peu près en même temps parce que lorsqu'on goûtait des très très bons produits, on avait toujours envie de garder quand même pour plus tard une ou deux bouteilles sans avoir un avis de spéculation ni de traders comme ça, comme on en voit beaucoup aujourd'hui. C'était vraiment pour le plaisir de déguster. Et cette collection est née à peu près par hasard, quoi, comme ça. Alors, est-ce qu'on peut te poser une question indiscrète? Ta collection, aujourd'hui, elle compte combien de bouteilles? Si tu as un chiffre à donner, juste pour avoir une idée. Oh, De rhum, hein, on parle. On parle juste du rhum. Hein. de rhum. On sait que tu collectionnes d'autres spiritueux Pas également. de rhum. De rhum. Oh, allez, ouais, 3500 bouteilles. Là, on parle juste du rhum. On parle juste du rhum, ouais. Ah ouais, quand même. Ouais. 3500 bouteilles, ouais. Tu comptes les doublons dedans ou pas? Je compte les doublons, mais des doublons, il y en a pas tant que ça. J'ai fait beaucoup d'échanges aussi. C'est vrai qu'à un certain moment, j'ai gardé parfois des caisses complètes et autres. Mais ici, ces quelques dernières années, j'ai fait quand même pas mal d'échanges avec d'autres personnes. Et j'ai vendu quelques bouteilles pour pouvoir racheter les bouteilles qui me manquaient dans les séries de collections, de distilleries que j'affectionne particulièrement et que je veux compléter, oui. D'accord, ok. Alors, on reviendra sur ta collection et sur ton esprit de collectionneur un peu plus tard. Ouais, On sait que tu es également sélectionneur. Enfin, ouais,
sélectionneur, négociant, donc embouteilleur indépendant, si on veut. Non, si je peux faire, je me conditionne pas comme un embouteilleur indépendant. Je sélectionne des choses. Voilà, un négociant indépendant, c'est un métier. Il est obligé d'embouteiller pour pouvoir faire son activité et vivre. Moi, je sélectionne parmi ce qu'on me propose et avec les relations que nous avons, je sélectionne des choses que j'ai envie d'embouteiller. C'est plus pour le plaisir. Je n'embouteille que ce que j'aime. Ouais. Si on me propose quelque chose qui ne me convient pas, je ne l'embouteille pas. D'accord. C'est aussi simple que ça. Alors justement, on a une première question par rapport à ça. C'est en tant que sélectionneur, quels sont tes critères pour dénicher une pépite, justement? Alors ceux qui me connaissent vraiment, ils savent que mon style, j'aime les choses qui sont équilibrées. Et je dois avoir une balance parfaite entre un nez, une bouche, une finale. Peu importe l'origine et le produit, ce qui me plaît, c'est l'ensemble. Et ça doit faire un match. Voilà. J'aime le côté old school. J'ai évidemment, venant d'un univers où dans le whisky, nous avons eu la chance de pouvoir déguster des choses à une période qui était juste magique, où tout était accessible, des vieux fûts des années 50, 60, les festivals où on ouvrait des bouteilles des années du début du siècle, où ça coûtait 3 fois rien d'acheter un drame. On a eu cette chance-là et ce privilège-là de pouvoir accéder à ce type de qualité de produit, et c'est ce que j'ai toujours voulu retrouver dans mes embouteillages, qu'ils soient âgés ou jeunes. Alors justement, tu parles de l'époque du whisky. On a un autre commentaire qui nous vient. Il dit « Bonsoir à tous, bonsoir Monsieur Corman. Il me semble que vous étiez dans le passé un fou furieux de whisky. Quand et pourquoi avez-vous basculé dans le monde du rhum ?» Alors, j'ai jamais basculé dans le monde du rhum. Je pense être dans les premiers à avoir ici en Belgique élaboré et une gamme de rhum en boutique, en réunissant pour l'époque, ce qui était quand même pas mal, une cinquantaine de références dans les années 80-90. C'était très très important, et j'ai toujours cru que en étant fan de whisky, on pouvait être fan de rhum. Et j'ai toujours associé ces deux qualités de spiritueux ensemble parce que c'est le même profil de consommateur. Et un amateur de whisky est forcément un amateur de rhum qui s'ignore, et inversement. Donc, pour moi, j'ai jamais basculé d'un côté ou de l'autre. J'ai été les deux. Un peu plus intensivement à cause du whisky parce que c'est lui qui m'a donné mes premières lettres de noblesse, je vais dire. Mais le rhum n'a jamais été très 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 loin de mon cœur. Alors, on a pas mal de questions qui tombent. On essaie de les lire en même temps Il y a des curieux et ça part un peu dans tous les sens. Donc, excuse-moi si c'est pas en lien avec ce dont on parle. On nous demande par exemple si dans ton travail de sélection, tu as déjà travaillé avec une distillerie guadeloupéenne et laquelle tu apprécierais travailler avec. Alors, je n'ai jamais travaillé avec une distillerie guadeloupéenne. Je vais taquiner un peu mon copain Hervé Damoiseau que j'aime particulièrement bien, et je lui fais un appel du pied aujourd'hui soir s'il m'entend. Hervé, je sais que tu as des belles choses. Voyons-nous et pourquoi pas une fois faire quelque chose ensemble. Voilà, mais je suis vraiment fermé à personne. Les portes sont ouvertes à tout le monde, pour autant que derrière la qualité du jus soit top. Pas de préférence. Alors, justement, par rapport à ça, et ça c'est une question que moi aussi je tenais à te poser, il n'y a pas longtemps, on a entendu dire qu'il y avait une collaboration avec Saint James qui était en cours. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus ou pas? Eh ben, écoute, je serai avec beaucoup de plaisir, mais je sais pas plus pour le moment parce que malheureusement les événements qui nous arrivent aujourd'hui ne nous permettent pas trop de voir ce qui va nous être proposé. Donc Simon Pierre, au mois de janvier ou mi-février, lorsqu'on s'est appelé,
pour ces questions-là, m'avait un peu devancé. Il m'a dit, bah oui, écoute, voilà, on va faire quelque chose sur Saint James. Je lui ai annoncé le projet que j'avais vraiment envie de faire avec Saint James, et il avait trouvé ça génial. Il attendait d'avoir les échantillons que Marc Sassier aurait pu lui proposer, et voilà, on attend. Mais je peux rien dire de plus aujourd'hui. D'accord. Alors, c'est Marc Sassier qui nous a dévoilé l'info dans un live précédent, en fait. C'est pour ça. D'accord. Mais je m'étais engagé, je m'étais pas engagé à ne rien dire. Je voulais laisser la surprise, mais voilà, la situation au fait qu'il n'y avait pas beaucoup non plus d'activité. Et puis, c'est bien un peu de montrer aussi que nous sommes actifs et que nous avons envie toujours de collaborer malgré que c'est compliqué pour le moment. Ouais. Alors justement, l'une de tes dernières sélections a été un Bali. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce produit, sur comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, et le produit lui-même pour les gens qui ne l'auraient pas dégusté justement? Alors l'idée du projet revient un jour, il y a un Romfest il y a deux années et quelques, avec toi précisément. Ah, je m'en souviens. Où nous avons rencontré Simon Pierre au coin d'un bar, d'un stand de la Martiniquaise, où il y avait quand même beaucoup de chaleur et de gens un peu chargés, comme on dit. Et on a échangé nos cartes, on a discuté un petit peu, et puis pendant quelques mois, il ne s'est rien passé. On avait juste émis l'idée. Et il a fallu quasi presque 2 ans pour qu'on puisse se mettre d'accord, qu'on trouve un peu les formules de collaboration et voir cette pépite arriver sous notre nez. On a eu le choix entre 3 super sélections. Sincèrement, on aurait pu prendre les 3 tellement elles étaient bonnes. Elles étaient toutes très, très, très différentes l'une de l'autre. Mais mon cœur aime les vieux spiritueux et ce Bali 18 ans était juste une merveille et je ne pouvais pas le laisser là. Celui-là, c'était pas possible de le laisser sur le côté. En parlant de Bali, justement, tu as Olivier Scars qui te demande si tu as réussi à réunir tous les millésimes Bali. Et leurs nombreuses variantes. Alors, il m'en manque quelques-uns, ouais. Il m'en manque quelques-uns. Je pense que Marco Livro est aussi au taquet que moi et il cherche aussi de réunir tous les millésimes. Alors ce qu'il y a sur Bali, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses. Il y a parfois peu d'informations qui circulent ou qui ont circulé sur les mises en bouteille. Il faut faire vraiment attention parce qu'il y a quand même il y a malheureusement des faits qui circulent sur le marché. Et si vous n'êtes pas bien informé, vous pourrez trouver des millésimes comme le 1900 ou autres qui n'ont jamais existé en fait et qui sont des pures contrefaçons. Alors rassure-moi quand même, Marc et toi, vous ne cherchez pas les mêmes? Je pense pas. Je pense que peut-être que Marc a peut-être des versions que je n'ai pas, mais je suis certain aussi que j'ai beaucoup de versions que lui n'a pas. Il y a peut-être des choses à faire à ce niveau-là, on ne sait pas. Marc, si tu nous écoutes, manifeste-toi. mais Marc, il préfère splitter des bouteilles. Ah, Alors, Hubert, oui. En tant que collectionneur, à une époque, il y avait des pays de cocagne où les collectionneurs trouvaient un peu facilement les choses, comme en Italie ou la Suisse. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors, c'est compliqué. Aujourd'hui, sortir des bouteilles, elles proviennent la plupart du temps de particuliers qui ont des bouteilles. On les voit. Avant, il y a quelques années, on les trouvait assez facilement sur des sites internet. Il y a quelques années, beaucoup ont transité par eBay avec beaucoup de précautions, bien sûr, et avec moult questions et analyses, on pouvait assez facilement juger de la qualité de la bouteille. Et le prix n'étant pas très élevé, on prenait pas trop de risques d'acheter une bouteille sur eBay à cette époque. En Italie, il n'y a pas eu vraiment, en tout cas pour les rhum Bali et autres, même si Vélier était le distributeur, je n'ai jamais trouvé beaucoup de bouteilles en Italie. La plupart du temps, elles sont venues de France ou de Martinique. Ouais.
Alors, on a une autre question qui nous parvient, c'est on nous parle de ta collection Dame Jeanne de Martinique à 40, Oui. 44 degrés. Est-ce que tu en connais l'origine? Non, non. Non, à l'époque, voilà, c'est des Dames Jeanne que nous avons achetées dans de collections qui dataient des années 70. Il n'y avait pas d'indication de distillerie et presque toutes les Dames Jeanne n'avaient pas d'indication d'origine. C'était des Dames Jeanne qui étaient destinées dans les bars et dans les débits de boissons, et peu avaient des indications. Alors il y a cette histoire de fleurs de lys pour identifier, mais voilà, ça ne veut pas dire toujours grand-chose. Alors, si aujourd'hui il y a une distillerie avec laquelle tu souhaiterais travailler, ce serait laquelle? Une distillerie que j'aimerais accrocher, que j'affectionne particulièrement. Il n'y en a pas qu'une, mais allez, si je dois en tirer vraiment une du lot. Plusieurs, mais après, si la question était s'il y en avait une que tu devais choisir, avec laquelle tu n'as pas encore travaillé, avec laquelle tu aimerais travailler. Alors en Martinique, j'aimerais faire De Paz. J'ai les derniers millésimes qui sont sortis de chez De Paz, et les vieilles bouteilles que je possède et que j'ai ouvertes à une certaine époque et que j'ai goûté. Pour moi, ce sont des bouteilles, d'anthologie. Il y a, je pense, de très 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 belles choses et de très très beaux jus chez De Paz pour l'agricole et pour la Martinique. En Guadeloupe, voilà, je suis pas fermé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a des beaux jus, il y a des beaux jus aussi, mais allez, je remets un petit tacle à mon copain Hervé, avec qui de temps en temps, voilà. Mais Hervé, je t'aime. Et ailleurs dans le monde, allez, un petit truc à la Barbade, oui, un petit tour à la Barbade. Allez, ouais, ou peut-être en Jamaïque, allez, oui, en Jamaïque. Mais une distillerie particulière, allez, Wedderburn, voilà. Ah, ça pourrait être sympa, ça. Ouais, Wedderburn, si un jour vous avez l'occasion de pouvoir ouvrir Wedderburn embouteillé pour les frères Corti aux États-Unis, cette bouteille est juste une pépite monstrueuse. Voilà, si vous avez jamais goûté un vieux Wedderburn, vous allez voir ce que c'est. L'embouteillage des frères Corti. Ok. Alors, question suivante. Que penses-tu justement des finitions whisky pour les rhums et vice-versa? Alors, on en parle beaucoup justement parce que pour l'instant, on a les dernières finitions HSE qui viennent de sortir, donc dont on reparlera même demain dans un live avec Cyril Lawson et Christophe Dupic. Mais toi, ton avis sur la question Alors, je suis pas trop fan des finitions parce que je trouve que parfois il y en a peu en fait qui arrivent à contrôler ça. C'est un petit peu au petit bonheur la chance, très souvent. Ça manque toujours un peu de justesse. Il y a des gens qui maîtrisent ça très très bien. Bristol, au fait, il y a quelques belles réussites à travers d'autres distilleries, mais d'une manière générale, je trouve ça quand même relativement moyen. Il y a des belles choses, mais il faut creuser quand même. Je pense que le rhum ou le whisky n'ont pas besoin de ça. Si le travail qui doit être fait doit rester vraiment à l'essentiel. Alors autant pour le whisky, il y a le sherry fait partie de l'histoire du whisky. Autant pour le rhum, il n'y a pas d'historique sur la finition en fait. C'est la qualité des fûts, où on utilisait des fûts de cognac ou des fûts de bourbon. Je vois pas vraiment l'intérêt de faire des fûts de Porto et autres, hormis le fait de créer une gamme pour faire de la visibilité dans les rayons. Perso, je n'en vois pas l'intérêt. Mais c'est mon avis. Bien sûr. Mais du coup, oui, c'est-à-dire que d'autres types de fûts, exemple sherry, sauterne, etc., tu serais d'accord ou pas?
Justement, des produits peut-être plus sucrés, plus doux. Il y a une grosse tendance aujourd'hui de voir apparaître beaucoup de choses en fût de Pedro Jiménez parce que c'est très lourd, c'est sucré, ça permet d'arrondir beaucoup d'encre et de masquer quand même pas mal de choses. Encore une fois, je dis pas que c'est pas inintéressant, mais je n'en vois pas, je n'en vois vraiment pas l'utilité. Euh, je suis assez partagé sur le principe lui-même. Plutôt conservateur dans ce domaine. Ouais, je suis assez conservateur. Autant je suis pas trop conservateur sur le fait que ce soit tropical, continental. Personnellement, ça ne me touche pas. Les deux côtés sont bons. On pourra toujours discuter sur un côté et sur l'autre et dire, bah oui, c'est pas authentique, c'est authentique. On va pas rentrer dans le débat là, mais autant là, ça fait partie aussi de l'histoire parce que ces fûts-là sont arrivés il y a déjà plusieurs décennies, même au début du siècle. Donc quelque part, la commercialisation et même les distillateurs envoyaient du vrac en métropole pour l'embouteiller. Donc il y a une histoire par rapport à ça. Donc ça fait partie des choses. Mais les finitions, voilà. Je suis pas fan. Alors, pour revenir sur le Bali que tu as sélectionné, est-ce que toi, tu sais ce que sont devenus les deux autres? Alors, aucune idée. Je ne sais pas. Alors, j'ai gardé précieusement les deux échantillons ici. Parce que peut-être qu'après Saint James, on pourra peut-être refaire un tour chez Bali. Et si ces produits-là existent toujours, parce que je ne pense pas qu'ils aient été embouteillés depuis lors, on pourra peut-être revenir dessus, oui. Mais c'était beaucoup, beaucoup plus jeune. Hein. D'accord. C'était beaucoup plus jeune. Ça n'avait pas la même dimension, en fait. C'était une autre dimension de rhum Bali. Alors Hubert, tu fais beaucoup de sélections rhum vieux. À ma connaissance, tu n'en as pas fait en rhum blanc. Tu n'aimes pas le rhum blanc ou pardon, tu n'aimes pas le rhum blanc? Je sais que tu l'aimes, mais pourquoi tu ne fais pas de sélection? Alors jusqu'à présent, à chaque fois qu'on a lancé une perche pour faire du rhum blanc, ça n'a jamais abouti. Voilà, je suis ouvert et on cherche, on creuse et on verra. Ce qu'il faut être très clair, c'est que même si on a quand même des fans de rhum blanc en Belgique, ça ne reste pas un rhum porteur. Le rhum blanc, on n'a pas cette culture encore de punch comme vous l'avez, même s'il y a toute une communauté aujourd'hui qui est fan de ça et qui apprécie beaucoup. Il y a pas beaucoup de ventes par rapport au rhum blanc. Je ne voudrais pas faire un rhum blanc pour que ce soit après que réservé sur le marché français. Je voudrais juste, voilà, le faire. Oui, c'est une petite communauté, mais ils boivent beaucoup, nos amis. Oui. On ne citera pas de nom, mais j'en connais personnellement quelques-uns, oui. Oui. Donc, si je peux me permettre, il y en a un qui doit passer demain fin de journée. Il a pas un blog par hasard? Non, c'est un autre. C'est un autre. Il a souvent une casquette. Ah oui, je vois. Je l'aime beaucoup aussi. Ok. Alors, pour revenir sur ta collection, qui est pour le coup très impressionnante, ta plus grosse pépite, celle dont tu es le plus fier. La plus grosse pépite. Alors elle a une valeur certaine, mais c'est pas celle qui a la plus grande valeur, mais celle qui est vraiment proche de moi. J'ai une bouteille de rhum martiniquais qui n'a pas de mention. J'en ai deux. Il y en a une qui n'a pas de mention de distillerie, fait marquer Martinique dessus, qui date de 1876. Et j'ai une deuxième de rhum Bras, distillerie rhum vieux d'Isaac, qui doit dater des années fin 30 ou juste après la guerre.
à la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Est-ce que tu as eu l'occasion de les goûter? Alors non, non. Non, malheureusement, ce genre de bouteille, la Martinique 1876, je n'ai jamais vu que cette bouteille-là. Il a une couleur un peu rhum paille, comme ça, un peu comme un vieux rhum vernet des années 1900. Ils sont légèrement patinés. Voilà, mais la bouteille est quasi parfaite. Il n'y a pas beaucoup de pertes. Et la bouteille de rhum d'Isaac, elle est aussi pratiquement en parfaite condition. C'est des bouteilles que j'ai et que je possède depuis maintenant depuis plus d'une vingtaine d'années. Ouais. On va attendre le déconfinement pour venir. C'est ça, oui. On fera une soirée collector. Exactement, exactement. Justement, en parlant de soirée collector, on sait que régulièrement, tu organises des soirées dégustation pour tes clients. Ouais. Auxquelles on a même, nous, pu participer à quelques occasions. Et justement, je voulais t'en parler. C'est quand même assez rare qu'on fasse ça, du moins de la manière dont toi tu le fais, où tu n'hésites pas à non pas seulement mettre en avant des produits qui sont disponibles, mais également d'autres produits qui ne sont plus disponibles, tout simplement issus de ta collection privée, juste pour le plaisir de goûter, de montrer et de savoir, de donner la possibilité aux gens de découvrir, en fait. D'où te vient cette idée et comme c'est quelque chose d'exceptionnel, pourquoi, quelque part? En fait, c'est pas une idée, hein, c'est juste du partage. Je pars du principe qu'aujourd'hui, les dégustations, si vous allez dans 25 ou 30 chez 30 cavistes et sans critique et sans reproche, c'est que vous allez déguster pratiquement tout le temps la même chose parce que les ambassadeurs des marques sont là pour faire leur métier et leur job. Nous n'acceptons pas d'ambassadeurs ou très peu d'ambassadeurs de marque chez nous parce que nous sommes capables de faire ces dégustations-là nous-mêmes. Et nous voulons apporter une touche supplémentaire ou des touches supplémentaires en faisant découvrir des produits oubliés parce qu'aujourd'hui, les nouvelles générations de consommateurs qui sont fans de rhum ou de spiritueux en général n'ont plus accès à ces bouteilles-là parce que soit elles sont devenues introuvables, soit parce qu'elles sont devenues très très chères et que on voudrait leur faire découvrir aujourd'hui ce qu'on faisait avant. Et pour beaucoup, parfois, c'est une vraie révélation. Hein. Ils se disent, tiens, le rhum, c'est vraiment ça. On n'a pas que des rhums full-proof qui nous arrachent qui nous arrachent les gencives et où on doit boire 2 litres d'eau après parce que c'est puissant, quoi. Voilà. Il y a du rhum aussi à l'époque, on faisait du rhum de très, 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 très bonne qualité, avec un autre profil, avec un autre style. Et je pense que pour nous, c'est un devoir, quelque part, de faire découvrir ça aux consommateurs, pour qu'il ait des repères, tout simplement. Alors, justement, cette mode des full-proof, des brutes de fût, qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que caviste, pour le coup, et professionnel? Alors, c'est un peu comme les finishes. Je trouve que c'est bien, mais trop, c'est trop. À un moment donné, je vois pas toujours l'intérêt d'embouteiller toujours tout full-proof. Je peux comprendre, sur des fûts uniques et des choses comme ça, mais à chaque fois, en tout cas même sur des familles comme les Jamaïcains où c'est très très dur avec des esters ou des styles très particuliers, où sincèrement il faut quand même avoir une expérience de dégustation quand même relativement pointue pour apprécier justement ce style de produit. C'est une étape, je ne dis pas qu'elle ne doit pas exister, c'est une étape, mais il n'y a pas que celle-là. À côté de ça, vous trouvez des tas de bons produits réduits à des degrés relativement intéressants où derrière vous avez tout ce qu'il faut pour avoir du plaisir. Le plaisir ne se reflète pas seulement dans le full-proof. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Et alors, on nous pose la question dans la foulée, qu'en est-il des brutes de Cologne? Voilà, je trouve que c'est intéressant. Ce qu'il y a, c'est que c'est vendu souvent très cher.
Et je vois pas l'intérêt. On voit fleurir comme ça des brutes de colonne à des prix 80, 90 euros pour un rhum blanc. À un moment donné, il faut que ça cesse, quoi. Encore une fois, je pense que ce n'est que mon avis, mais on entend aussi le consommateur venir dans nos boutiques. Donc, on est quand même en première ligne, nous, pour avoir les impressions des clients, et on retient et on fait remonter ces informations-là dans les distilleries, et je pense qu'elles sont au courant. Pour beaucoup, maintenant, certains se mettent dans cette niche-là aussi parce que se disent, bah oui, tiens, celui-là l'a fait, donc je vais le faire aussi. On fait une série limitée, on prend pas trop de risques. Voilà, je trouve intéressant. Je ne dis pas que ça ne peut pas exister, mais ce mode de consommation, parfois, je trouve que c'est très exagéré. On peut le faire goûter à un salon pour voir, tiens, le rhum sort de la colonne à tel degré. Tu peux le faire déguster. Après, voilà. Je trouve que ça va trop loin parfois. Je suis d'accord avec toi. Alors, on a un membre, un confrère qui nous demande si c'est toi-même qui t'occupes des réductions de tes sélections ou si tu les fais faire par la distillerie d'origine. Alors, je choisis personnellement toujours mes réductions si j'en fais. Je prends l'exemple de mon dernier Caroni Zipit. Le Caroni est arrivé en échantillon ici à mon bureau. Il titrait 69,2 ou 0,3 degrés de mémoire. Il était vraiment très bon, mais je le trouvais à la longue, après 2-3 dégustations, je trouvais qu'il était, il était trop puissant. Il manquait, il y avait une note comme ça qui me dérangeait. Et en fait, je l'ai testé réduit. Et pour moi, le meilleur degré était 61 degrés. Et donc, j'ai demandé à ce qu'on me le réduise à 61 degrés. Et ça a donné le résultat que l'on connaît aujourd'hui, où cet embouteillage voilà, est très plébiscité, en fait. Alors, justement, en parlant de tes embouteillages, il y en a certains qui sont donc encore sortis là, en fin d'année. Depuis, on n'a plus entendu grand-chose de neuf. 2020, tu nous réserves quoi? Vu la situation actuelle des choses et de voir comment l'activité va reprendre, on avait planifié une sortie d'une 5 fûts de rhum, des cognacs, brandy. On avait un planning qui était bien fait avec plein de belles choses. On va voir, on devra peut-être faire des choix. Voilà, je réfléchis encore à ce que je vais faire. Je n'ai pas encore d'idée. C'est clair que Saint James, on va tenir. On a un projet aussi avec Bristol et mon copain John Barrett avec qui j'ai échangé ce soir, mais je n'ai pas encore de news. Voilà. En tout cas, ces deux projets-là, on va les faire. Le reste, on verra. C'est clair. Il y aura certainement des nouveaux macassarés, bien sûr. On va voir comment la situation va évoluer. Peux-tu nous parler un peu de la gamme Macassaré, justement, qui n'est finalement pas très connue en dehors de chez toi, pour les gens qui ne connaissent pas? Alors la gamme Arturo Macassaré. Comment tu définirais cette gamme? En quelques mots. En un seul mot, je dirais personnel. Ok. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire de la République dominicaine. Pour moi, je remonte à ce berceau-là. C'est un peu le berceau du rhum. C'est de là quand même que beaucoup de choses sont parties. J'ai une affection particulière pour cette île. J'aime aussi les Rhônes. Je ne bois pas que des pépites tous les soirs. Et je cherchais à faire quelque chose qui était accessible tout en gardant une originalité, une origine et une sélection de fût à fût. Donc chaque fois single cask. Et avec une réduction apportée qui permette à ces Rhônes d'avoir
de la rondeur, de l'équilibre et de la finale. Parce que souvent, les Rhônes, c'est un super parfumé, mais il manque souvent une finale. Et le fait de les réduire à 44 degrés permet d'avoir la longueur qui manque tant souvent sur les Rhônes classiques. Et on a décliné cette gamme Macassaré en 5 versions vraiment récurrentes, et de temps à autre, on a soit un millésime ou soit un âge beaucoup plus élevé. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire quelle distillerie est derrière Macassaré? Il y en a pas qu'une. Il y en a pas qu'une. Non, il y en a pas qu'une. Malheureusement, je peux rien dire par rapport à ça. Et ceux qui me connaissent savent très très bien que quand je m'engage à ne pas révéler des sources, c'est que contractuellement, nous sommes liés avec notre partenaire là-bas qui cherche pour nous d'avoir ce qu'on a envie de proposer, tout simplement. Alors, encore une fois, ce sont des embouteillages. Les fûts, donc si on veut avoir une image un peu plus pointue et donner des informations, donc c'est un vieillissement 100% tropical. Par contre, c'est un embouteillage continental. Donc on rapatrie, en fait, la dilution est faite sur place pour respecter la qualité de l'eau et l'ensemble des process, mais on rapatrie en fait le liquide ici et il est embouteillé selon nos formats de bouteilles, notre packaging ici en Belgique. Alors, on a Laurent Blard qui nous pose la question suivante, qui dit qu'il trouve actuellement le monde du rhum est beaucoup plus dynamique que celui du whisky au niveau expérimental, nouvelle distillerie. Il demande si tu partages cet avis et comment tu l'expliques si c'est le cas. Alors, merci Laurent. Je pense que tu devrais regarder très très sincèrement toutes les nouvelles distilleries qui vont ouvrir en Écosse. Il y en a un paquet. Soit elles sont en construction, soit elles sont quasi opérationnelles depuis quelque temps. Il y en a au moins plus d'une quinzaine qui sont sur les 3, 4, 5 années ici qui sont passées, qui vont ouvrir ou qui sont ouvertes. Qui vont proposer certainement des produits très intéressants avec peut-être des innovations et des nouveautés. On n'en sait encore rien parce que elles sont tout au début de leur activité. Le rhum ne se renouvelle pas peut-être aussi vite. Il y a certainement des nouveaux acteurs qui se préparent à investir le marché avec des nouvelles distilleries. Il va y avoir Marc Sassier, l'ancien de chez Bruichladdich, j'ai oublié c'est Marc, j'ai oublié son nom de famille, Marc Renier, pardon, voilà. Je pense qu'il est aux Grenadines ou à Sainte-Lucie, je ne sais plus. On voit des réouvertures de distilleries en Martinique aussi. On voit aux États-Unis que ça bouge. Donc il y aura certainement des nouveautés et des distilleries qui vont arriver sur le marché, car la demande est de plus en plus importante, donc il y aura certainement de la place pour des nouveaux acteurs. Après, je ne pense pas forcément qu'ils soient plus actifs l'un que l'autre, c'est juste qu'il faut leur laisser le temps aussi de se mettre en place. Et le délai, les mises en bouteille sont beaucoup plus peut-être rapides sur le rhum, parce qu'on peut mettre du rhum blanc directement sur le marché, que le whisky, malheureusement, il faut quand même attendre minimum 3 ans pour le whisky écossais. Alors, on a Johan Tanan qui nous pose une question également, qui demande quelles sont tes plus belles collaborations et avec quelle maison. Quid de la suite avec Feu Samaroli et la gamme Mazam, actuellement gérée par sa femme, Aude Alliance, Emmanuel Dron et toi? Alors, j'en profite pour faire un coucou à Manu qui est confiné à Singapour jusqu'au 1er juin. Alors, la suite... Tu peux me répéter la question? Alors, il y en avait deux. Hein. Donc, la première, c'était quelles sont tes plus belles collaborations et avec quelle maison déjà. Et après, on te demande le quid de la suite, donc avec Samaroli et. Donc, alors, mes plus belles collaborations et les 2 distilleries que j'avais vraiment envie d'accrocher
et pouvoir mettre dans ma boutique, c'était Bali et Trois-Rivières parce que c'était les deux distilleries martiniquaises par laquelle j'ai commencé à déguster du rhum et elles ont toujours fait partie des premières bouteilles que nous avons vendues ici en boutique dans les années 70-80. Et voilà, c'est deux très belles collaborations avec Daniel Baudin, avec Simon Pierre et Marc Sassier. Voilà, je suis fier de pouvoir avoir accroché ces deux pépites dans l'ensemble de mes bouteilles et de mes embouteillages, oui. Alors justement, on nous demande comment s'est fait la sélection de la cuvée Belay et si un batch 2 est prévu. Alors, la sélection de la cuvée Belay s'est faite avec Daniel Baudin qui est pour moi voilà le dandy du rhum martiniquais. Il a une allure, cet homme, voilà, la simplicité d'une gentillesse, une écoute. Il sait ce qu'il a, il sait ce qu'il vend, il sait ce qu'il propose. Voilà, c'est un cœur. Et la sélection, elle s'est faite aussi au Rhum Fest où on s'était donné rendez-vous dans un local où nous avons dégusté 4 échantillons qui étaient aussi très 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 bons. Et c'est le dernier échantillon qui était marqué, il était marqué d'une croix. Et quand on avait demandé à Daniel Baudin c'est quoi la croix, ben il a dit c'est celui que j'avais retenu moi. Donc on avait choisi le même en fait. Donc ça c'était plutôt sympa que ce qu'on choisisse correspondait au standard que Daniel aurait pris si c'était lui qui avait pris le fût. Ouais. Voilà. Alors une collaboration avec le batch 2, ben malheureusement entre-temps quand Paris s'est porté acquéreur de Trois-Rivières et de la Mounie, voilà, si on peut toujours faire quelque chose, c'est avec beaucoup de bonheur que je le ferai. J'espère que Campari pourra accéder à cette requête et nous laisser faire un batch 2 de la cuvée Belay avec les mêmes largesses de packaging et autres. Ça, j'en suis moins sûr. D'accord. C'est vrai que pour le coup, tu as réussi quand même à avoir un packaging vraiment hors norme qui ne convient pas vraiment à ce que Trois-Rivières a l'habitude de sortir sous son propre nom. Ben, écoute, ça fait partie aussi de nos conditions parce que quelque part, chacun amène une partie de sa connaissance par la sélection, par le marché, par son approche, et parfois c'est aussi bien de partager aussi la reconnaissance d'un produit par rapport au marché où il est forcément destiné. Donc, pourquoi faire toujours une bouteille sensiblement pareille quand on fait des éditions limitées? On peut garder le format standard de la bouteille qui correspond à l'image de la distillerie, mais on peut, pourquoi pas, y mettre une touche beaucoup plus personnelle pour l'identifier, pour ne pas qu'elle soit noyée dans la masse de produits standards et qu'on puisse l'identifier. Bah oui, la cuvée Belay. Voilà. Alors, à ce sujet, si je peux, je remercie très fort encore Simon Pierre par rapport à ça et à Bali, parce que voilà, pouvoir faire l'étiquette, imposer d'une manière contrôlée l'étiquette et le packaging de Bali, il y en a pas beaucoup qui ont pu faire ça. Il y a juste, je pense, Vélier et moi avec Cantarelli, avec une boîte et une étiquette. Il y avait la cuvée Pierre Perret avec une étiquette spéciale. C'est tout. Donc pour moi, ça va encore au-delà de pouvoir embouteiller Bali. C'est juste jouissif, quoi. Alors, moi j'ai une question à te poser. C'est si tu as dans les, allez, on va dire tes coups de cœur, les trucs qui t'ont vraiment arraché de ta chaise ces derniers mois. Est-ce que tu as eu des coups de cœur ces derniers mois? Oui. Alors,
J'ai dégusté avec le responsable de Mungay dernièrement la dernière cuvée qu'ils ont faite. J'ai trouvé ça splendide, un brut de fût, waouh, c'est, il est magnifique ce rhum. Voilà, ça c'est un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que j'en ai goûté beaucoup. Qu'est-ce que j'ai goûté. Le dernier single casque de passe qui était en 2004. C'est ça, 2004. Celui qui est sorti fin d'année pour c'était 2004. 2005-2004, c'était l'année d'avant. Ah ben 2005, magnifique. J'ai goûté là dernièrement encore un vieux Hamden de chez Ron Artisanal qui était aussi magnifique, que j'aime beaucoup. Il y a plein de choses en fait, plein de choses, vraiment plein. Je suis surpris parfois de la qualité et de la sélection aussi de pas mal de gens et on voit que ça monte quand même vachement en puissance et que chez certains embouteilleurs indépendants ou sélectionneurs, on se rejoint sur la qualité et on voit qu'il y a un vrai effort de trouver des très belles choses. Alors justement, tu as quand même une expérience qui est assez longue dans les spiritueux. Tu les touches à tout, tu goûtes à tout. Tu as à moitié répondu à la question déjà. Est-ce que on peut encore te surprendre? Oh, bien sûr, bien sûr. Alors, j'ai pas voulu répondre à tout parce que je veux blesser personne et que voilà, il y a plein de bonnes choses et je voudrais pas mettre vraiment quelqu'un plus en avant que d'autres. C'est pour ça que je dis que il y a aujourd'hui un vrai effort qui est fait sur la sélection. Après me surprendre, je suis toujours surpris et je fais très souvent encore waouh. Mais c'est vrai qu'on devient plus on avance, plus on est exigeant et plus on a envie de trouver une perfection. Pas forcément sur des choses vieilles. Aujourd'hui, c'est plus compliqué d'embouteiller quelque chose de jeune parce que il y a de la vivacité, il y a de la fougue et on arrive à moins à trouver d'équilibre. Mais ça existe. Il faut être beaucoup plus attentif et pointu sur la sélection. Ouais. Bien, j'ai une question. On change un peu de sujet. Tout à l'heure, tu as dit que tu as rencontré Daniel au cours d'un Romfest. Ouais. Non, mais en réalité, on te voit très peu dans les Romfest. Qu'est-ce que tu penses de tous ces festivals de rhum? Alors, j'ai organisé pendant 10 ans le Whisky Live. Donc, je pense, pas mal d'expérience d'organisation dans de gros événements sur les spiritueux. Je trouve ça nécessaire et très utile. En tout cas, chez certains, je trouve que parfois les choix d'endroits ne sont pas judicieux et que voilà, il y a certainement et c'est pas une critique négative, c'est constructif. Il y a certainement beaucoup de choses à améliorer pour que ça se passe dans le meilleur du monde. Je ne les fréquente plus parce que je trouve que je ne déguste pas dans les bonnes conditions les choses, où je n'arrive pas à avoir un discours ou un dialogue avec la personne qui est en face de moi. Donc, je préfère y aller en off par après ou demander des échantillons à quelqu'un pour goûter et avoir mon propre ressenti ici au bureau où je serai dans les conditions optimales de dégustation, tout simplement. Après, il y a la camaraderie, les copains et autres. Et pour ça, j'ai quand même pas mal de choses à la boutique puisque le samedi, souvent les samedis après-midi, on a quand même toute une communauté qui passe à la boutique et qui viennent avec leurs bouteilles, qui viennent échanger. Tiens, moi j'ai amené ça, goûte. Moi j'ai ça. On vient échanger, on apporte chacun quelque chose. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de prix. C'est un coup de cœur et on partage. Ça peut être du pinard, ça peut être un whisky, ça peut être une bouteille de rhum et
on tisse des relations d'échange et de partage avec ces clients-là, et parfois viennent se greffer des gens qui étaient de passage au bout, et ça reste du partage. Ouais. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de cette manière. Après, on y réunit moins de monde. Voilà. C'est un peu le mot d'ordre dans ta boutique, c'est le partage, en fait. De manière générale, je pense. C'est l'impression que moi, j'en ai gardé, en tout cas. Ah, Oui, c'est totalement ça. Je trouve que c'est dommage de tout garder et de tout garder pour soi. Déjà, on ne va pas pouvoir toutes les consommer. Donc, de temps en temps, c'est bien de pouvoir, je pense, ouvrir. Et la plupart des gens qui sont fans ou passionnés de rhum ou de spiritueux, qui ont des bouteilles, je les vois rarement tout seuls à côté de leur bouteille, boire leur bouteille, consommer ou déguster leur bouteille. Il y a toujours des amis autour d'eux. Donc, pour moi, le spiritueux a un rôle fédérateur quelque part et de partage. Ce n'est pas quelque chose qui se boit seul. On a envie de le partager. Pour moi, ça fait partie de l'image globale des spiritueux. Alors, à l'opposition de ça, on parlait de faux tout à l'heure et de collection, etc. Bien évidemment, on ne cache pas le fait que la spéculation existe dans ce genre de domaine, notamment dans le rhum maintenant depuis pas mal d'années et que ça prend des ampleurs astronomiques. Ton avis sur le sujet? En tant que collectionneur et caviste, je veux dire, tu es un peu des deux côtés et consommateur également. Bien sûr. Alors, je vais peut-être décevoir certains, mais aujourd'hui, il y a les collectionneurs qui sont des vrais collectionneurs, des passionnés, des gens qui gardent des bouteilles. Alors, pour leur plaisir, plus tard, en se disant, oui, je les ai achetées et peut-être que n'ont pas forcément l'envie de les vendre plus tard. Ça, je trouve qu'il y a des vrais collectionneurs qui font des recherches, qui investiguent, qui recoupent, qui échangent avec d'autres collectionneurs, on partage, on discute. Tiens, tu l'as déjà vu. Il se passe quelque chose. À côté de ça, il y a ce que j'appelle les acheteurs à la sauvette qui achètent une bouteille à 100 balles le lundi et qui la revendent 150 balles le mercredi. Voilà, ça c'est pas des collectionneurs, c'est pas des amateurs. Je suis désolé, je vais peut-être les décevoir et m'attirer les foudres de certains, peu importe. Voilà, ces gars-là, pour moi, n'ont rien à faire dans le rhum, ils n'ont rien à faire dans le spiritueux. Laissez ça aux professionnels et ce n'est pas à vous à faire de l'argent sur le travail que font les cavistes. Laissez ces bouteilles-là à ceux qui en ont envie et qui vont les ouvrir et qui vont les partager. Voilà, c'est mon avis. Après, au sujet des fakes et des bouteilles et de la spéculation, ça existe depuis de nombreuses années. Dans le whisky, même des distilleries réputées comme Macallan se sont fait rouler dans la farine, mais à un niveau tel que aujourd'hui, ce serait même pas imaginable. Malheureusement, l'envolée des prix crée ce genre de situation où vous pouvez facilement retrouver sur Internet des bouteilles vides que vous remplissez de ce que vous voulez, on remet une capsule facile et ça repart parce que ceux qui achètent ça n'ouvrent pas les bouteilles. Ils les gardent et les mettent de côté. Et ça, c'est des spéculateurs. Olivier Scars nous pose la question si tu as déjà pensé à écrire un livre de la même manière qu'Emmanuel Dron sur le whisky. Et non. Alors, je suis pas du tout un écrivain. Je suis pas du tout. J'aime les lire, j'aime parcourir, mais j'ai pas la plume. J'ai peut-être l'idée, mais je devrais avoir peut-être quelqu'un à côté de moi, mais je n'en ai pas le temps. Et sincèrement, il y a des tas de gens autour de moi qui font ça beaucoup mieux que moi. Et Manuel sur son bouquin a fait un travail d'orfèvre, d'aller photographier, retrouver toutes les informations. C'est colossal, c'est juste énorme. Et aujourd'hui, ces bouquins qui ne sont faits que de whisky, certaines parties de ce bouquin me servent au quotidien parce que nous sommes très souvent consultés par des gens pour identifier, donner une cotation sur leur bouteille, et ces bouquins nous servent à pouvoir dater certains flacons. Oui. Donc c'est nécessaire, mais personnellement, je n'en ai pas la plume. Un jour peut-être? Non.
À ta retraite? Peut-être, je sais pas. Non. Je préfère déguster. De loin de ça, je préfère déguster et oui. Tu auras le temps de déguster en écrivant quand tu seras à la retraite. Ben écoute, à ce moment-là, Jerry, je t'invite et on fera un bouquet à nous deux alors. Jerry a de l'expérience dans le domaine, donc oui. Ouais. Chacun ses compétences. Moi, je suis pas. Je peux être compétent en dégustation, en sélection des trucs et dans des domaines, mais celui-là, c'est pas mes compétences du tout. Donc, je laisse ça aux autres. Parfait. Bah, écoute, Hubert, on approche de l'heure, donc on va pas tarder à se quitter. En tout cas, on te remercie de nous avoir prêté ton temps. Hein, mais avec plaisir, beaucoup de plaisir. C'était vraiment sympa de votre part de m'avoir invité. Je voulais juste faire passer un petit message aujourd'hui à tous les cavistes et toutes les personnes qui sont voilà dans les mêmes situations. Voilà, soyez forts et on va passer cette étape tous avec brio. Soyez courageux. Les clients ont besoin de vous et de vos conseils pour les bouteilles et pour les sélections pour plus tard. Voilà, soyez courageux les gars. Merci Hubert, c'est vraiment un plaisir de t'avoir et puis j'espère à très bientôt. Merci Jérémy, merci Benoît et à très très vite pour une petite dégustation made in US. Avec plaisir. Allez, au revoir, à bientôt. Bonne soirée à vous les gars, merci beaucoup. Ciao, ciao. Bonne soirée à tous. Merci.